Avec nous, Isabelle Morizet. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous animez l'émission les samedis et dimanches sur Europe 1 à partir de 15h. Et vous avez réalisé une très longue interview, probablement l'une des dernières de Pierre Cardin. C'était il y a 2 ans, autant dire que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Avec vous, Elisabeth Azoulay. Vous êtes anthropologue et la mode est un sujet d'étude absolument fascinant, passionnant, surtout quand on parle de Cardin. Vous avez publié également 100 000 ans de beauté chez Gallimard. Alors à ceux qui croiraient que la mode ne sert à rien, que c'est superficiel, que les couturiers sont là pour nous décorer au mieux, écoutez la conception que Pierre Cardin avait de lui et de son métier. On est en 68 et ça donne le ton. Ce que l'on demande à un grand couturier n'est pas de faire une très belle robe bien essayée et bien faite, on lui demande de modifier la face du monde par la structure du vêtement, par la coupe et par la ligne. C'est cela le rôle d'un grand couturier, ce n'est pas de faire une jolie robe bien faite. Il y a des milliers de personnes qui savent le faire dans tous les pays du monde. La mode doit absolument tenir compte d'aucun facteur et d'aucune critique. Elle est là pour modifier et pour faire vendre et pour faire travailler des millions d'êtres dans le monde. Modifier la face du monde, rien de moins, la mégalomanie. Mais bon, c'est aussi l'ambition. Isabelle, vous, je le disais, vous l'avez rencontré pendant près de 3 heures. C'était chez lui. Oui, il y a 2 ans de ça. Vous avez gardé un souvenir impérissable. Ah, absolument. Et vous savez, en l'écoutant, effectivement, je me dis que très souvent, on met d'un côté les créateurs, de l'autre, on met les hommes d'affaires. En fait, Pierre Cardin était un créateur d'affaires. Parce que il m'avait dit au cours de cet entretien, avec une espèce de coquetterie assez désarmante, pas du tout arrogante, hein, parce que l'homme n'était pas prétentieux, il était ambitieux, nuance, mais il m'avait dit, alors voilà, c'est ça, partout dans le monde, je peux dormir dans mes hôtels, dîner dans mes restaurants, m'habiller avec mes lignes de vêtements, porter mes parfums, boire mes vins, fumer mes cigarettes. Il ne fumait pas, mais il en faisait fabriquer, donc siglé par lui en Chine. Et puis, en fait, vivre au milieu des meubles que j'ai créés parce que, voilà, lorsque quelque chose me manque, je l'invente. Et quand je l'invente, je le fabrique. Et en fait, vous savez, son approche de la mode me fait penser Picasso, la période rose, la période bleue. Et ensuite, eh bien, une fois qu'il a montré qu'il pouvait être virtuose dans une espèce de classicisme formel, il pulvérise les codes. Et soudain, il invente un univers siglé à la mesure de son imaginaire. Mais Pierre Cardin, en fait... 77 ans quand même de carrière, parce qu'on va rappeler tout à l'heure qu'il a acheté sa première affaire à l'âge de 21 ans, à crédit, à la sortie de la guerre. Donc c'est incroyable, il est resté tout le temps maître de ses affaires d'une manière absolue, à 100% de ses marques, plus de 800 licences, c'est prodigieux. En fait, c'est pas un couturier, c'était un inventeur. C'est ça. Quand il dit modifier la face du monde, il y a, Elisabeth Azoulay, quelque chose, pour une anthropologue, qui est intéressant, parce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire au sens propre du terme. On change le cours de l'humanité, ou en tout cas le regard de l'humanité. Oui, on peut aller jusque-là ? Oui, je pense. Je pense qu'un styliste, il a raison de le dire, c'est un peu un idéologue. En fait, il pense un monde, il pense un futur, et que finalement, quand on rêve à un monde, on rêve à un homme nouveau, une femme nouvelle, et on le projette. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a raison de le dire. Je pense que c'est vraiment ça l'ambition. C'est quelqu'un qui pense tout un système, un nouveau monde, avec des êtres nouveaux. Mais il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Dans tous les systèmes politiques, on invente un homme nouveau, avec ce à quoi il doit ressembler. C'est un vrai idéologue. Pierre Cardin. La preuve, c'est que quand on parle de Pierre Cardin, bien souvent on dit mais oui, c'est celui qui a inventé le prêt-à-porter. Et c'est vrai qu'avant lui, finalement, le vêtement n'avait pas du tout la même perception. On allait chez un tailleur, on prenait des mesures, c'était un long procédé. Il y avait des maisons de haute couture qui commençaient déjà un petit peu à décliner. En tout cas, il avait anticipé. C'était encore timide. Oui, mais je pense que justement, dans sa vision du monde, il y a l'idée de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces classes sociales, de la démocratisation du vêtement. Oui, et la véritable inclusivité, en fait. On parle beaucoup d'inclusion. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une vision du monde. C'est un ultra-libéral, hein. C'est un libertaire. Et c'est quelqu'un qui avait envie de tout bouffer. Mais avec une vraie vision du monde. Et c'est ça qui le rend sympathique, c'est qu'il a un rêve et qu'il nous invite à le partager. Et c'est partout. C'est dans le vêtement, dans l'architecture. Il veut tout, quoi. Et pourtant, tout a commencé très modestement en Vénitie en 1922. Il naît dans une famille de cultivateurs qui doit fuir le fascisme. Il se retrouve très jeune, très tôt à Paris. Il se définissait comme un gamin des faubourgs. Il commence à 14 ans chez un tailleur de Saint-Étienne et il entre ensuite à la Maison Dior. Et puis, peu de temps après,
il va créer sa propre maison. Oui, mais vous allez vite en besogne, Isabelle, parce que en fait, il veut relier la capitale à vélo. On est en pleine guerre. Il veut franchir la ligne de démarcation. Et oui, il se fait arrêter par les Allemands. Et alors là, d'ailleurs, il passe une nuit transi dans un camion noir. Il se dit, mon Dieu, mais que va-t-il m'arriver finalement? On lui rend ses papiers. On voit qu'il n'est pas juif. On le libère. Il part sur le chemin de retour. Il s'arrête à Vichy devant une vitrine simplement parce qu'elle présente des modèles féminins magnifiques. C'est beau. Il a faim, il a froid. Il est tout seul. Il est vêtu en short avec des petites soquettes et des sandales. Il écrase son nez à la vitrine. Et là, une certaine personne qui s'appelle Popina le repère. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux, mon petit ?» Alors, il lui dit d'abord qu'il a faim et qu'il a soif. Et puis, il demande si on ne peut pas l'engager. Il est prêt même à balayer le sol de l'atelier. Finalement, il va rester 3 ans là. Il va louper une étape cruciale, à piquer, à coudre. Il va apprendre à dessiner des patrons. C'est absolument prodigieux. Et il faut savoir que cette fameuse Popina va lui permettre, en plus, d'échapper au travail obligatoire. Et elle va le placer à la trésorerie, n'est-ce pas, de la Croix-Rouge. Et c'est là qu'il va découvrir la magie des chiffres. Il est virtuose avec les chiffres. Donc il a une complémentarité, vous voyez, dans voilà, cette trajectoire. Il est prêt. La guerre s'achève. Le propriétaire de cette boutique, Régoli, qui est âgé, lui dit bon, je sais que tu n'as pas un sou, mais c'est pas grave. Je te fais un très 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 long crédit et tu achètes cet atelier. Il n'a que 21 ans. Il achète sa première affaire et bien évidemment, il remboursera au centuple et ensuite, il va monter donc, grâce à une voyante d'ailleurs, avec une petite lettre de cette voyante lui a recommandation. prédit un destin exceptionnel. Mais oui, grâce à une voyante, il va monter à Paris. Et il va mentir. Oui, Madame Waltener, voilà, vous avez écouté ce qu'il m'avait confié, voilà. Et il tombe, le hasard en fait, très souvent, sourit à cet homme parce que il a de l'ambition, il a de l'énergie, rien ne peut lui résister, mais la chance est toujours de son côté. Et ce monsieur Waltener va le faire entrer en fait chez Paquin, qui est la maison de couture, n'est-ce pas, Elisabeth, Absolument. la plus en vogue à l'époque. Et là, il va rencontrer Cocteau, Bérard, qui travaille sur les projets de La Belle et la Bête. C'est lui qui va réaliser tous les costumes d'ailleurs, de La Belle et la Bête. tous les Ils sont costumes. somptueux. Et Boussac, on va commencer à parler de ce jeune homme si doué. Boussac veut trouver un maître tailleur parce que Dior ouvre sa maison en 47. Il entre comme maître tailleur chez Dior. Et quand on parle du New Look de Christian Dior, n'est-ce pas? En fait, la veste barre, il me l'a raconté, c'est lui qui l'a dessinée, c'est lui qui l'a cousu, et c'est lui, parce qu'il était très très mince, qu'il a essayé devant Dior. Il déambulait comme ça dans l'atelier en prenant la pose. Et Dior a été... Parce que Dior ne savait absolument pas coudre. Et Dior a été conquis. Et donc, le New Look, c'est pour ça que... Mais c'était un très bel homme aussi. Il est vite devenu la coqueluche du tout Paris. Il était très charmant. C'était absolument. la première très drag queen du séducteur. tout Paris, dans le joli tailleur bar. J'imagine ça très bien. Mais c'est une période aussi qui était propice à la création, toute cette période de l'après-guerre. Il faut quand même rappeler le contexte, parce que là, on se focalise sur Pierre Cardin, qui était un génie. Et comme tous les génies, il a su trouver ou arriver sur Terre au bon moment. Mais il y a eu des parcours à Bannes, on parlait de Christian Dior. Enfin, il y a eu quand même aussi cette... Oui, mais il les a un peu précédés, Isabelle. Il avait quelques années de plus, il était un peu plus vieux. Mais c'est vrai, c'est une période où la chance sourit aux audacieux, c'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire. On est après-guerre, les couturiers d'avant, Madame Paquin s'est exilée aux États-Unis. Il y a une sorte de nouveau monde qui vient. Ouais, le champ avec, le champ est libre d'une certaine manière. Comme chaque fois, à la fin de chaque guerre, c'est une Oui, révélation. et puis voilà, c'est une période, il se passe vraiment quelque chose dans les années 50. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Il faut tout reconstruire. Les femmes ont changé. Il y a la conquête de l'espace. On rêve du futur. La première robe bulle, en 54, on est quand même 15 ans avant qu'on ne marche sur la Lune. Donc, quand on parle de l'âge d'or de la conquête spatiale, Alors là, c'est sa lui, passion pour il le futur et pour fantasme, l'espace. oui, un petit peu Faut comme les un voir, auteur les de robes science-fiction, bulles, il fantasme l'avenir. C'est ça. Puisque en 54, Je trouve que l'image, l'image, Isabelle, du rapport avec l'auteur de science-fiction, je la trouve assez juste. En fait, quand je disais un idéologue, c'est un auteur de science-fiction, c'est un type qui pose les bonnes questions sur la période qui va venir
et qui trouve des formes. C'est un peu aussi comme le Bauhaus dans l'entre-deux-guerres. Hein. Sauf que, en fait, Pierre Cardin, Bauhaus, ils étaient toute une bande. L'école d'art. Et Cardin, c'est comme dans la chanson de Renaud, c'est une bande de jeunes à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il fait le stylisme, il fait la comptabilité, il fait de la gîte propre autour de tout ça. Il a compris le système, c'est-à-dire qu'il est rebelle, mais il utilise le système, il l'a compris et il s'en sert pour. C'est un libertaire. Indépendant et libre. Ouais. Ouais. Il est rebelle, mais enfin, il n'est pas contre le système. Hein. Ah. Mais il s'en sert. Hein. Il s'en sert, il veut bâtir un empire, etc. Mais il voit loin. Il voit le futur. C'est un auteur de science-fiction. Alors, vous parlez d'une bande de jeunes. Il y avait aussi 4 garçons dans le vent. À l'époque, on pense aux Beatles, qu'il a rhabillé. Parce que le costume à Colmao, c'est lui. Exactement. Alors, on va se faire plaisir. On va écouter un tout petit peu les Beatles. Et puis, on va revoir leur costume. tenue et ce costume là-haut, effectivement. Il a tout fait. Il a tout fait, il a habillé tout le monde. Et il a habillé John Steed de chapeau melon et bottes. Mais oui, mais c'est Spiel. La délicieuse Mrs. Spiel de chapeau melon et bottes de cuir. Et John Steed, évidemment, qui a un énorme. look effectivement très, très, très étudié. C'est d'ailleurs lui qui a lancé le premier défilé masculin en 1960. Oui. Ça, c'est intéressant aussi, de ne pas concentrer la mode exclusivement sur les femmes. Globalement, sur le genre, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà quelqu'un qui a inventé la fluidité du genre avant l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'était ni hétéro, ni homo, mais tout l'intéressait. Et puis, effectivement, il a à la fois compris que les femmes voulaient autre chose dans leur façon de bouger, etc. Mais il a aussi compris que les hommes devaient changer. Et c'est ça la nouvelle posture, cette fluidité du genre. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il a avancé sur les deux fronts très intelligemment. Et pour le coup, c'était assez visionnaire à l'époque. Vous savez comment il a recruté ses mannequins? Parce que, étant donné qu'il n'y avait pas de défilé masculin, il n'y avait pas de mannequins hommes, il a appelé les universités dans Paris. Alors d'abord, on a hurlé, on lui a raccroché au nez, mais enfin, vous n'y pensez pas. Enfin, M. Cardin, là, vous êtes à la Sorbonne, voyons, personne ne défilera pour vous. Il les a convaincus. Et finalement, ce défilé, on en a parlé tout autour de la planète. Et alors, c'est vrai que la combinaison unisexe... Bon, en fait, il a tout inventé, les premiers tissus thermoformés, les chasubles. Enfin, il aurait pu... On a parlé de chapeau melon et bottes de cuir, mais il aurait pu habiller les comédiens de Star Trek, ou alors même l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, avec Kubrick, c'est lui aussi. Galactique. Ouais. Ouais. Alors, il voyage aussi énormément, et c'est peut-être ce qu'a construit son imaginaire. Et je crois qu'il a fait 35 fois le tour du monde. C'est un peu Tintin, finalement, Pierre Cardin. Et il n'a aucune frontière, aucune limite. C'est vraiment l'homme qui fait tout exploser. À tel point, alors là, vous avez une anecdote assez savoureuse sur son arrivée en Chine ou ses rapports avec la Chine. Ah oui, alors, faut déjà raconter que la Chine, c'est parti d'un rêve prémonitoire. Ce qu'il m'a raconté justement dans cet entretien qui est passé sur Europe 1, il a rêvé de boutons. Et il s'est dit, à l'époque déjà, on est à la fin des années 70, il y a plus d'1 milliard de Chinois. Bon, ils ne ferment pas leur costume avec des fermetures éclairs. Donc, si j'arrive à vendre des boutons, là, je vais gagner beaucoup d'argent. Il va avoir les 3 plus gros fabricants de boutons en France qui refusent parce que commercer avec la Chine communiste, ça effraie tout le monde. Qu'à cela ne tienne. Il fabrique ses boutons, il trouve une connexion, mais ce qui est très intelligent, très malin, c'est que la Chine, pourquoi, alors que le pays était totalement verrouillé, pourquoi ça va marcher? C'est qu'il ne va pas chercher à, en fait, on va dire, faire venir des produits siglés Cardin en Chine. Il va les aider, eux les Chinois, à exporter hors de leurs frontières. Il va leur vendre des idées, leur vendre des licences et les aider en fait à gagner l'étranger. Et la première fois qu'il débarque dans un aéroport en Chine, il y avait en 78 l'ambassadeur de France en Chine, il y avait le ministre des Affaires étrangères qui se moque de lui en lui disant « mais jamais vous n'y parviendrez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez faire ?» Finalement, il était à la fois si diplomate et puis il savait aussi se servir de toutes ses relations parce qu'il était ami avec une personne qui était très proche de la famille impériale. Voilà. Il a su servir de ses relations. Il a créé un marché à l'extérieur de leurs frontières et quand il entrait et sortait de Chine, et ça, c'était sa coquetterie. Je pense qu'il n'y a que Mao et Xi Jinping qui ont pu se vanter de cela, il le faisait sans passeport. Sans passeport. Donc, c'était vraiment l'homme sans frontières. Il y a une vision presque géopolitique
chez Pierre Cardin, une connaissance du monde, d'anthropologue presque. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il n'y avait pas de multinationale en 78 en Chine. C'est un des premiers. Il a été fasciné par le Japon, par l'esthétique japonaise, la Chine. Il a inventé la mondialisation. La mondialisation. Oui, et puis cette idée de franchise, finalement, une idée, c'est facile à trimballer dans le monde. Ça allait bien avec ce système. Alors attention, parce que vous grattez un tout petit peu le micro. Pardon. J'arrête. Pardon. Non. L'idée de la franchise, ça va très très bien avec la mondialisation. Oui. Finalement, on peut se promener les mains dans les poches, vendre des idées sans arriver avec des tas de choses qui sont hyper lourdes logistiquement. Et donc je trouve que je trouve que le personnage est quand même incroyable. Il y a tout. Il y a la fluidité du genre, il y a la mondialisation, il y a cette réflexion sur ce futur, la conquête de l'espace. Il y a cette vision du monde de l'entreprise et du fait qu'il faut démocratiser la mode, qu'il faut la porter ailleurs. Tout ça, c'est pas des idées aussi évidentes que ça au moment où il a un peu payé de sa personne, il a été un peu banni de différentes institutions pour avoir développé ses idées. On l'a traité de vil marchand. Oui, il a été vivement critiqué par ses pairs. Dès 1959, il imposait ses logos. On n'avait jamais vu de logo. Vous savez, on se contentait d'étiquettes comme ça, bien cousues à l'intérieur du vêtement. Et tout le milieu de la mode a hurlé en disant que c'était d'une vulgarité consommée. Et lui a imposé. Alors maintenant, on voit des logos de Fendi, de Prada partout. Mais c'est lui en 1959, imaginez. Il serait né un peu plus tard, il aurait fait un défilé sur Mars avec Elon Musk. C'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Il a quand même enfilé cette fameuse combinaison à la merveilleux. Alors, on disait que, en fait, effectivement, sa mode colle complètement à cet âge d'or de la conquête spatiale, mais c'était un personnage connu jusqu'à l'intérieur de la NASA, puisqu'il a eu l'opportunité, et ça doit être le seul, d'enfiler, d'ailleurs on voit la photo, c'est la combinaison de Buzz Aldrin. De Buzz Aldrin, imaginé au début des années 70. Et il m'a raconté qu'il s'est baladé avec, provocateur tout de même, à l'intérieur des couloirs de la NASA et tout le monde l'applaudissait. Mais vous vous rendez compte? Mais il y a quelque chose de la robe Hublot dans la combinaison de Buzz Aldrin. On évoque aussi un homme d'affaires redoutable, on l'a compris, un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie, qui allait jusqu'à faire ses comptes tous les matins. Tous les matins, mais sur un cahier. Alors bien évidemment, dans le monde entier, quand on a... Un très grand cahier. Il n'y a même pas, parce qu'il me les a montrés. Mais en fait, comme c'était pyramidal, bien évidemment, toute la comptabilité à la base, partout dans le monde, se faisait sur ordinateur. Mais il tenait à ce que ça remonte au sommet de la pyramide. Et c'était lui, le sommet de la pyramide. Et tous les matins, il cochait et il me montrait. Et c'était un rituel auquel, il ne pouvait pas déroger. Et ça prouve à quel point il voulait toujours être maître seul à bord. Il a été vraiment jusqu'au bout. Oui. D'ailleurs, il a jamais été vendu à un groupe. C'est resté sa boîte. C'est resté sa boîte. Et puis, on voit souvent dans toutes les histoires de maisons de couture que ça repose sur 2 personnes, etc. Non, lui, c'est un. Quand je disais que c'est une bande de jeunes à lui tout seul, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne autour de lui. Mais in fine, c'était sa boîte. Et il a peut-être essayé de la vendre lorsqu'il est devenu assez vieux. Mais au fond, on n'est même pas sûr qu'il voulait vraiment la vendre parce qu'il avait proposé un prix qui n'avait rien à voir avec la valeur de marché. Un prix peut-être un peu exagéré. Un peu exagéré peut-être, à la mesure de son ego. Pour qu'on lui dise non. À la mesure de son ego, mais peut-être que c'est aussi pour qu'on lui dise non. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a tenu la barre, quoi. Jusqu'au bout. Et ça, c'est un peu exceptionnel dans le monde de la couture. Et puis, il y a eu ce défilé sur la Place Rouge, en pleine période de l'Union soviétique, défilé sur la Grande Muraille de Chine, qui est absolument magnifique. On a des images. Les Chinois l'appelaient le nouveau Marco Polo. Le nouveau Marco Polo. Et c'est vrai qu'il était extrêmement populaire auprès des Chinois. Oui, on a Alain Delon, Pierre Cardin. et son logo est connu dans le monde entier. Ouais. Plus qu'en France, parce qu'à la limite. Parce qu'il est effectivement, il s'est étalé jusqu'au paquet de cigarettes. Nul n'est prophète en son pays. Ouais. Alors, ces images sublimes du défilé sur la Grande Muraille de Chine. Et puis, il y a son empire immobilier, parce que c'était un investisseur hors pair. Et ses meubles. Oui, alors, ça, on n'en parle pas assez. Mais vous allez voir, on a les meubles de Pierre Cardin aussi. Certains meubles d'un design ultime, c'est absolument sublime, on va les découvrir.
Oui, parce Regardez que ça. il disait en fait que la femme pour laquelle il créait non pas des robes mais des sculptures que le corps féminin habitait, cette femme-là ne pouvait pas vivre au milieu de meubles anodins. Alors, ce qu'il avait remarqué, c'est que la plupart des meubles, voilà, au cours du XXe siècle, étaient posés contre des murs, c'est-à-dire que le devant, n'est-ce pas, des commodes Louis XV ou même des meubles plus contemporains, Art déco, étaient magnifiques, et à l'arrière, c'était du bois brut, non travaillé. Lui voulait des sculptures belles à 360 degrés. Donc, il a inventé des meubles qu'on pouvait admirer vraiment, qui étaient placés, non pas collés contre les murs, mais dans l'espace comme ça. Il a fait revenir la laque. On ne se servait plus du tout de laque, en fait, dans le mobilier du XXe siècle, mais une laque de couleurs, des verts émeraudes, des bleus électriques, des roses, des prunes, des rouges. Il a pris Philippe Starck, au tout début, n'est-ce pas? Il a même embauché Jacques Garcia, donc il savait aussi très très bien s'entourer. Et ces meubles étaient édités vraiment à 2 ou 3 exemplaires, pas davantage. Ce qui veut dire que maintenant, ce sont des collectors. Il savait effectivement aussi repérer les talents.